Bon, je m'en venais, puis je me demandais... c'est aujourd'hui. Est-ce que c'est aujourd'hui? Là, je regardais le calendrier, puis moi, ça me semble que c'est aujourd'hui. Puis là, évidemment, il y a un réseau social dont on taira l'identité qui sert à ça un peu à confirmer si c'est aujourd'hui ou non. OK. Puis c'est aujourd'hui. OK. Alors, bonne fête, Alex. Merci, Alex. Puis on fait pas ça à chaque épisode, évidemment, à chaque occasion, je devrais dire, parce que c'est pas la fête de quelqu'un à chaque épisode. Non, ben, On en tout n'est cas, pas dans le groupe ici. On n'est pas 400. Mais c'est un gros c'est chiffre. aujourd'hui d'abord. On est maintenant, il va être notre journaliste affecté à la couverture du hockey. Notre journaliste mature affecté à la couverture du hockey. Mature. Pas senior. Non. Mature. Je reste le plus jeune de la gang. Ouais. Ça, c'était des mauvaises nouvelles pour nous par exemple. Mais je pense plus parce que j'ai connu un affectateur. Oui, il y a longtemps. Forcément. Ah oui, il y a longtemps. étant donné mon âge vulnérable. Voilà. Qui aimait répéter, qui aimait me répéter, encore, mais à d'autres aussi, ouais, tu sais, t'es jeune, t'es capable d'en prendre. Quand il voulait me mettre trop de tâches, trop de charges de travail sur les épaules, c'était sa façon de se dédouaner en disant, tu sais, t'es jeune, tu peux en prendre. Je pense que ça, c'est terminé. Je viens de franchir une étape où on peut plus dire que je suis jeune. Franchir l'étape où tu peux dire non. Aussi. Voilà. Ça serait, mais ça vient avec la misère avec ça. Ça vient avec l'apprentissage. OK. Mais on dit que c'est le nouveau 30. Alors, c'est ça. T'es peut-être encore jeune, finalement. Cela dit, moi, l'âge, moi, c'est plus la parentalité qui m'a... vieilli prématurément. Qui m'a donné ce sentiment de plus être un enfant. Je suis d'accord avec toi. J'oserais pas dire là, que je me sentais comme un homme. C'est peut-être un peu poussé, mais le premier sentiment que j'ai eu de ne plus être un adolescent attardé. De dire, là, j'ai des responsabilités. C'est la parentalité. Ça développe un grand sens des responsabilités. Absolument. Ouais. Alors, c'est peut-être le plus vieux. C'est peut-être moi le plus vieux. Je n'ai plus. Mais, et c'est magnifique. Ça, c'est la plus belle chose. Le seul impact physique chez moi, ça a été la couleur des cheveux. Ça a vraiment. Mais qu'on te chanceux. Parce qu'il y en a qui vivront jamais ça. Je suis désolé. Moi, j'aurais aimé ça avoir une belle tignasse poivre et sel. Ouais. Ça arrivera pas. C'est où qu'il faut aller pour ça? En Thaïlande? Je vous dirai ça après l'épisode. Il y a une place? Ah ouais. C'est pas en Turquie. C'est pas en Turquie où tu peux revenir avec une magnifique crinière, aller faire un voyage. Du tourisme capillaire. Tourisme capillaire. Mais comment ça, j'en savais rien? On va explorer. Ben, bonne fête, Alex, on t'aime. Merci beaucoup. Puis, c'est ça. C'est aujourd'hui, puis c'est ça. C'est un gros chiffre. Fait que c'est ça. C'est réciproque. Je vous aime aussi, messieurs. D'accord. Aujourd'hui, réveiller la bête, un retour à la victoire, et personne ne veut de Mikko Rantanen. C'est personne. C'est tellement hockey, épisode 383. Avec votre journaliste mature, affecté aux affaires du hockey, Monsieur Alexandre Gascon. Salut, Alex. Bien le bonjour, messieurs. Bonne fête, Alex. Merci. Et votre chroniqueur principal au service des sports, Monsieur Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. Est-ce que ça a été difficile? Le retour à la normale? Le retour aux choses courantes? Martin, est-ce que ça a été... Non, il y a un certain confort là-dedans, puis... C'est ça. Suivre une saison du Canadien, c'est comme suivre un téléroman quotidien. Oui, qui est inégal. Dont tu connais la fin. Mais OK, donc ouais, c'est une bonne approche. Ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose de on se sent comme à la maison. Oui. Ouais. Tout à fait. Moi, je suis retourné à l'entraînement, voir les entraînements, et puis c'est ça, je me sentais dans mes pantoufles. De retour. Ouais. Puis je pense que Martin m'avait manqué. Ah. Tu sais, il y a un petit côté gourou, là, quand même, dans sa façon de présenter les choses, puis tout ça. Puis là, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu. Martin Saint-Louis, là. Martin Leclerc, évidemment. Je le côtoie. À Gourou, je l'ai côtoyé pendant toutes les quatre nations. Mais Saint-Louis... Est-ce qu'il vous demande d'envoyer des dons, des fois, Martin? Non? Il n'est pas gourou à ce point-là. Okay, pas une secte encore. C'est plus coach de vie, genre. Okay. Ouais, je le vois plus comme un coach de vie. Quand il commencera à y avoir des fascicules, là... C'est ça, on distribue drapeau rouge. Des dépliants au drapeau rouge. Ouais. Rapidement, peut-être un mot sur le match de samedi. Je sais que, bon, c'était... c'est ça. Tout le monde est un peu...
C'est un peu comme un début de saison, non? À quelque part, il y a comme un genre de faut rembarquer. Un relancement. Faut reprendre. Dans le fond, là où je vais en est, c'est est-ce que la performance du Canadien est annonciatrice de quelque chose ou les nerfs? En tout cas, Brady Tkachuk est pas mal moins visible avec les sénateurs que quand il joue pour les Américains. Comment ça? Ottawa a joué une très mauvaise partie. Ouais. Il manquait pas mal de monde, là, donc Tkachuk, Pinto, un autre d'importance. Josh Norris, exactement. Donc, c'est sûr que ça affaiblit une ligne de centre et sans ton capitaine, t'es probablement ton meilleur joueur. Alors, déjà là, il y avait lourde perte, mais ils ont joué un mauvais match. Drake Batterson a dû faire des cauchemars. Il a servi 2 buts sur un plateau d'argent aux Canadiens, là, des revirements. Exact. Et puis le CH en a profité, tant mieux. Je pense pas. Je pense pas que c'est annonciateur de rien, mais c'est une bonne nouvelle. C'est mieux ça que le contraire. Là, ouais. C'est un peu étonnant de la part des sénateurs qui, eux, par exemple, sont en très très bonne position. Puis là, c'est pour eux, je comprends qu'on se penche plus sur le Canadien, mais parlons des sénateurs un peu. Pour eux, c'est le moment de vérité. Là. Il reste, c'est le dernier droit avant la fin de la saison. Il reste 25 matchs aux Canadiens. J'ai pas vérifié pour les Sens ce matin, mais ça doit être dans ces eaux-là. Et enfin, pour la première fois depuis 2017, ils ont l'occasion de prouver que leur reconstruction est passée à l'étape supérieure et qu'elle a fonctionné. Alors, de sortir aussi à plat de leur côté, ça m'a étonné et déçu, je dirais. En même temps, ça revient à ce que je disais aussi, c'est comme un retour. Tkachuk n'était pas là parce qu'on lui avait donné congé. Écoutez, moi je l'ai vu, j'étais pas présent à Boston, mais on l'a vu sur les réseaux sociaux quitter l'aréna. Puis sa démarche suggérait qu'il n'était pas en pleine forme. Là. Alors, je pense qu'on lui a donné un petit congé. Ça va être quelque chose d'intéressant à surveiller, ça, les blessures, l'héritage de la confrontation des 4 nations. T'sais, Boston a pratiquement, officiellement, jeté la serviette. Ils ont pas fait une sortie en ce sens qu'ils allaient être vendeurs. Pas officiellement, mais qu'il y avait de grandes... Les chances étaient bonnes pour que ça se dirige vers ça, effectivement. Mais Sweeney n'a pas dit « c'est sûr qu'on vend ». Là. Il en avait déjà parlé le mois dernier. Ouais. Mais là, avec la perte de McEvoy, c'est ça. Lindholm. Lindholm, en plus, oui. Qui a une fracture à la... Ça va faire mal, ça. Une fracture à la rotule. Oui, mais probablement. Ça dépend de ton âge. Quand tu reçois le tir là, sur la rotule, ça doit faire mal. Ça doit éclater ta rotule, oui, j'imagine que ça fait mal. Puis il y a Brad Marchand qui commence à dire moi, je me suis toujours vu dans l'uniforme des Bruins de Boston jusqu'à la fin de ma carrière. Il veut pas être échangé parce que là, il semble me comprendre que c'est une possibilité. Alors, à Boston, c'est peut-être le début de la fin d'une ère, mais effectivement, il y a cette possibilité-là. Pour Ottawa, par contre... Honnêtement, avec ce qui s'est passé avec Marchand depuis le début de la saison, il y a eu quoi? Il y a eu des prises de bec avec ses 2 entraîneurs, alors que c'est le capitaine de l'équipe. Mm-hmm. Les 2 l'ont gardé au banc. Oui. Ouais. C'est pas le genre de choses qu'on voyait avec Zdeno Chara et avec Patrice Bergeron. Là. Puis qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu peux pas dire à un vétéran de cet âge-là, on t'enlève ton C puis on te garde dans l'équipe, ou ton leadership fait pas l'affaire, ou ça fonctionne plus. Je pense qu'il s'est placé en position de vulnérabilité pour être échangé. C'est possible, oui. Ouais. Je m'excuse d'avoir interrompu. Non, j'avais pas... Ça va être comme ça. De toute façon, t'es capable de comprendre, là, à l'âge exact, oui, c'est ça. Que c'est pas 40 ans maintenant, c'est pas moi qui ai la priorité dans ce balado-là. Ça n'a pas changé. Le chroniqueur principal parle, on l'écoute. Mais non, je fais des blagues. Mais déjà, on part dans toutes les directions. On a commencé sur le Canadien, on n'en a pas parlé. Puis finalement, on a parlé des sénateurs et des Bruins. C'est correct. Ouais. Et je vous propose de revisiter ça. T'sais, on se posera la question, il est un peu tôt, mais je vais vous la poser éventuellement. Est-ce que ça va tenir les sénateurs? Donc, préparez-vous psychologiquement. Mais on y reviendra. Je reviens aux Canadiens. Alors, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il n'y a pas d'effet Emil Heinemann. Ben, on sait pas. Il y a eu un match. Non, j'ai trouvé qu'il a très bien joué. Il est de retour et il gagne. Pour un gars qui a été absent longtemps comme ça, il était présent en échec avant, les mises en échec, intensité. Et je persiste à dire que c'était un peu... Ça pouvait paraître drôle un peu de tenir ce genre de discours-là à l'endroit d'un gars qui jouait au sein du 4e trio, qui était l'attaquant le moins utilisé du Canadien, mais je persiste et signe que ce gars-là est sous-utilisé chez le Canadien. Puis quand il était là, le 4e trio fonctionnait à plein régime.
Puis ce trio-là était important pour le Canadien. Puis dès qu'on l'a sorti de l'alignement, ça a commencé un jeu de domino. Ce trio-là a cessé de produire à 5 contre 5, puis ça a eu un effet d'entraînement parce que tout tenait un peu... c'était un peu comme les je sais pas si c'est des acrobates ou... mais les gars qui sont capables de faire... Les trapézistes. Qui sont capables de faire tourner 22 assiettes en même temps sur des tiges, là, puis tout. Il faut être capable de tout entretenir ça en même temps pour que ça tienne. Ça prend pas on n'a pas besoin d'enlever grand-chose chez le Canadien pour que ça s'effondre. Puis c'était une pièce peut-être négligée, mais moi, je le trouve important dans cette équipe-là. On a vu cet équilibre-là, j'ai trouvé dans le match contre les Sénateurs. Il est encore tôt, là, on verra. Mais bien sûr, il manque encore un gros morceau en défense avec Kaden Goulet. Et ça aussi, ça fait très mal. Ouais, Heinemann va peut-être avoir la chance de jouer un petit peu plus là, d'ici 10 jours. Parce que, dépendant de ce qui va se passer à la date limite des échanges, il pourrait monter dans la hiérarchie. Puis, c'est une bonne nouvelle. Écoutez, ça, on en a parlé un peu d'Heinemann, mais peut-être pas à la hauteur de sa contribution cette saison. C'est un échange qui, finalement, aura payé pour le Canadien. C'était celui de Tyler Toffoli, il y a près de 3 ans maintenant. Puis, Heinemann, on savait que c'était un espoir d'une certaine qualité, mais qu'on ne voyait pas nécessairement dans un rôle dans la Ligue nationale. On espérait, mais on ne savait pas trop. Puis, il s'est vraiment transformé en joueur très, très, très efficace. En plus, il se spécialise tranquillement en avantage numérique également. Alors, est-ce lui qui était derrière les si bons résultats de ce trio-là? Était-ce la locomotive du quatrième trio qui a connu de bons moments? C'était un élément important. Je ne sais pas si c'était le plus important, mais c'était un élément important. J'en parlais il y a quelques semaines, je pense, mais il y avait des données de la firme Sportlogic qui démontrait qu'il était un des meilleurs dans la Ligue nationale. Il était comme dans le top 5 dans la Ligue nationale pour récupérer des rondelles en territoire adverse une fois qu'on l'a rejeté, donc pour en échec avant, puis pour gagner des batailles. Donc ça, c'est extrêmement précieux, puis ça peut servir à n'importe quel trio. Là. Tout le monde peut bénéficier de cette aptitude-là. Et en son absence, Jake Evans s'est éteint offensivement. Il a continué d'être efficace défensivement, en infériorité numérique avec Armia, très bon dans le cercle des mises au jeu. Sa chute offensive avait commencé avant l'absence d'Heinemann. Là, il avait été blanchi dans les 6 matchs précédents la blessure d'Emil Heinemann, mais c'est quand même depuis la veille du jour de l'an, Evans, c'est 4 points en 21 matchs, 1 but, 3 passes. Donc, on est loin de sa séquence là, de feu où il avait marqué 8 buts, 16 points en 19 rencontres juste avant et qui a probablement tout teinté dans sa vision des choses et dans les demandes salariales et donc dans la situation entre lui et le Canadien présentement. Heinemann a marqué 10 buts depuis le début de la saison en 469 minutes de jeu. Juraj Slafkovský a marqué 9 buts en 909 minutes de jeu, en 2 fois plus de temps de jeu, avec des joueurs de bien plus grande qualité. Ouais. Mais je suis content parce que c'est le sujet, c'est le sujet global de cet épisode. Emil Heinemann? Non, mais le pas, la marche. Ouais. Parce que Heinemann, tu dis, Alex, il va être appelé à jouer plus. On l'a vu très, très sporadiquement sur un deuxième trio cette année. C'est arrivé, il me semble. C'est vraiment, vraiment pas longtemps, mais quand il y a eu des blessures... mais vraiment pas longtemps, là. Mais comment ça, d'abord? Comment ça, c'est pas tant arrivé? Et est-ce qu'effectivement, ça se transpose? Ou est-ce qu'effectivement... Parce que ça doit être un joueur recru, il y a quoi, 22, 23 ans? Ça reste un joueur assez âgé. 22, est-ce que, justement, il y a une autre marche dans son cas? Une ou plusieurs autres marches? Puis ça va nous amener à Slafkovský qui... Je sais pas 23. S'il y en a, mais lui, il dit qu'il y en a, là, des marches à prendre. Oui, écoute, Heinemann, hier, je lui parlais, justement, puis, tu sais, Martin Saint-Louis arrête pas de dire que Heinemann a du succès parce qu'il se connaît bien. Il ne se ment pas à lui-même, son identité est claire, puis il joue dans ses forces-là. Et hier, Heinemann, quand je lui parlais justement de cette identité-là et tout, il disait, tu sais, j'ai compris très vite, moi, que j'aurais un rôle probablement dans le bas 6. Le 6 du bas. Ouais, le 6 du bas, donc le 3e, 4e trio dans la Ligue nationale et que ce serait ma façon de percer la formation. Donc, utiliser essentiellement mes forces qui sont, et c'est lui qui parlait, la vitesse, évidemment,
la robustesse et mon lancer. Je me suis aperçu très rapidement qu'il fallait que je simplifie mon jeu, que je complique rien et que ce serait ma façon de percer le truc. Et puis, il l'a appliqué à merveille, on doit le dire. Et ça a très, très bien fonctionné pour lui. Mais c'est pas comme s'il se voyait, quand on discutait de ça, il me donnait pas l'impression de se voir potentiellement comme un allié de deuxième trio ou comme un fer de lance offensif éventuellement, alors que pourtant, les atouts sont là déjà. Et le Canadien le reconnaît, on le place sur la deuxième vague d'avantages numériques, on utilise son lancer, il a marqué des buts de cette façon-là, il en a la capacité très certainement. Alors peut-être était-ce seulement que je sais pas si c'est de la modestie, de l'humilité, peut-être plus des relations publiques, effectivement. Mais il me donne l'impression de se connaître très bien, d'être un jeune homme intelligent, qui a une tête sur les épaules, qui comment dire, pas serein, mais lucide, c'est le mot que je cherchais, qui est très lucide. Et qui se présente à tous les soirs. Exactement, et ça, c'est une qualité très rare. Et puis, il est plus fort, je pense, que ce à quoi on s'attendait. Là. Il prend plus de place, il fait plus mal, il y a plus d'impact à ce niveau-là. Alors, c'est sûr que lui, par rapport à Slafkovský, c'est un contexte complètement différent, où l'autre, c'est un choix de premier tour, un premier choix au total, qui est encore très jeune. Tu sais, tu parlais de l'âge d'Heinemann, il y a 23 ans. Slafkovský n'en a que 20. Là. C'est quand même fou, le bagage d'expérience qu'il a pour un jeune homme qui n'a pas le droit de boire une bière aux États-Unis, encore, pour un mois à peu près. Non, c'est une bonne nouvelle. On va dire accroche-toi, Juraj, tu vas avoir le droit dans pas longtemps. Ça s'en vient. Donc, et Slafkovský a démontré a eu de très beaux flashs cette saison, des faits saillants comme le match contre les Sénateurs d'ailleurs, où il est vraiment passé en mode animal, là, où on voit ce qu'il est capable d'être, puis ça nous fait un peu penser à ce qu'il a été à la fin de la dernière saison. Le problème, c'est la constance, c'est le problème de tout joueur, à plus forte raison de tout jeune joueur. Mais on faisait des comparaisons sur les buts marqués et tout. C'est sûr que Slafkovský a pas produit autant qu'il aurait dû peut-être cette saison, mais moi je pense pas que ce soit annonciateur de ce qui s'en vient pour lui. Là. Il y en a clairement les capacités, les atouts, puis il y a quand même 31 points. Puis en fonction des matchs qu'il a joués, il était à peu près sur un rythme de 50 points dans la saison, ce qui a été son cas l'année dernière, ce qui est quand même pas une catastrophe non plus. Là. Donc voilà, mais il y a de cette lucidité-là, ou cet aspect, se simplifier la vie et se présenter à tous les soirs. Cette maturité qu'Heinemann a, Slafkovský ne l'a pas encore, et il y a clairement de quoi s'inspirer dans son certificat de naissance, collègue suédois. Puis la réponse est peut-être ouais, mais tu sais, c'est quoi l'expression, là? Une expression qui dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Quelque chose comme ça? Martin, c'est toi l'expert des... Ouais. Alors, tu sais. Mais là, mais ça veut pas dire comment. Il y a comme un juste milieu aussi, là. Tu peux être plus mature que ton âge, tu peux être moins mature que ton âge. Exact. Pas sûr que peut-être tu peux être de ton âge aussi. Puis, tout à fait. Moi, quand je regarde, j'écoute Slafkovský, je trouve qu'il est de son âge. Mais c'est une observation de loin aussi. Martin, veux-tu commenter quelque chose là, de tout ça? Là, il y avait du stock là-dedans. Là. Oh, écoute, tu sais, Juraj Slafkovský, je pense qu'on commence à voir sa personnalité. Là, on a un échantillon quand même assez grand, même s'il est jeune. Puis, tout le monde s'enflamme parce qu'il a disputé un match contre Ottawa comme on aimerait le voir jouer de façon constante. Mais je ne sais pas si c'est dans lui, ça. C'était ça. C'était ma question. C'est la question que j'ai posée à Martin hier quand je lui ai demandé est-ce que la méchanceté, ça s'apprend ou ça se manufacture, tu sais? Ça me fait penser quand Jonathan Drouin avait une performance électrisante après un match. Là, il y avait tout le monde se rassemblait autour de lui en point de presse, puis tout le monde se disait est-ce que c'est le déclic qui est enfin arrivé? Continue avec la question que tu as posée. On va écouter la réponse de Martin Saint-Louis. OK. Tu sais, jouer avec de la rage, jouer avec de la... Comment tu dis ça? Anger, la colère, tu sais. Des fois, c'est plus facile parce que c'est quelque chose qui arrive sur la glace qui te met en colère. Mais moi, c'est d'amener un niveau de combativité à toutes les games. Puis c'est pas nécessairement de la colère, mais des fois, c'est de la colère.
T'sais, mais si tu arrives, il faut que je sois en colère à soir. Il faut que tu sois contrôlé. Faut que tu comprennes c'est quoi faut t'amener dans la game. Puis des fois, mais qu'est-ce que tu amènes dans la game, ça va amener un niveau peut-être que tu vas aller chercher de la colère. Et tu lui as parlé de ça à Martin Saint-Louis parce que c'est les mots que Slafkovský employait. Oui. Exactement. C'est que lui, dans le vestiaire, n'a pas arrêté de parler de anger. On peut comment tu traduirais ça? On peut traduire par colère. Ouais. Ou rage, ou peut-être que hargne serait plus approprié, mais lui parlait vraiment de se fâcher. Ouais, parce que c'est pas la même chose. Non, c'est ça, exactement. Ce n'est pas que de la combativité et de l'acharnement, c'est aussi être en maudit. C'est ça. Donc, et ça, il disait, il faut que je sois comme ça à tous les matchs. Puis là, j'ai dit, est-ce que c'est naturel chez toi? Puis il m'a comme dit oui. Mais tout est une question de mentalité. D'état d'esprit. Moi. D'état d'esprit, de mentalité, de toujours, tu sais, il tient beaucoup à sa routine qui étonnamment, il change constamment, nous disait-il, mais il essaie de trouver la bonne, puis il dit à travers cette routine-là et cette préparation mentale-là qu'on fait, je peux toujours me placer dans ces dispositions où je vais arriver dans un match fâché. Ouais. Puis, j'étais quand même... Ça, je trouvais que c'était peut-être un peu un signe, peut-être pas d'immaturité, mais quand même... De jeune homme qui se cherche. Exact, qui cherche la bonne formule, puis qui ne l'a pas encore trouvée. Et c'est pour ça que Martin et moi en avons souvent parlé, là. Et Martin, à sa première année, m'avait fait cette observation-là en disant quelque chose comme je trouve qu'il n'y a pas cette méchanceté-là. Ouais. Ça lui vient pas naturellement, tu sais. Des fois, ça va ressortir parce que peut-être qu'il est arrivé quelque chose dans le match qui l'a mis en maudit, mais c'est pas comme si c'était le default setting, là, de base, le réglage de base, la fonction de base, exactement. Alors, c'est pour ça que après ça, on a posé la question à Saint-Louis. Et lui, il parlait de colère, vous l'avez entendu, mais il a bifurqué un peu vers l'importance de la combativité. Puis il a dit, il n'y a pas de tort. Ouais. Mais il n'y a pas raison non plus. Là, mais il n'y a pas de tort. C'est peut-être quelque chose comme ça que ça va lui prendre, mais on n'est peut-être pas encore pile dessus. Là. Mais là, parce que moi aussi, je me souviens qu'on en a parlé... de l'aspect méchanceté qui semble pas être naturel chez Slafkovský. Mais est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est important? Est-ce que ça prend ça? C'est parce que le style de jeu qu'on espère le voir pratiquer, celui d'un attaquant de puissance qui s'implique physiquement, qui est une présence, qui pilonne les défenseurs adverses, qui crée de l'espace pour ses coéquipiers, qui est constant, qui joue à fond de train tout le temps. Un peu le genre de hockey que Josh Anderson pratique cette saison. Là, il est blessé encore, puis il se démarque par son effort. Je pense pas que c'est quelque chose qui peut être appris. C'est quelque chose. Je pense pas non plus. C'est quelque chose qui est inné. Les Tkachuk, c'est ça. Ils n'ont pas besoin de se dire je suis en colère quand tu arrives à la patinoire. Faut que je trouve une façon. Ça vient naturellement. Harbour Jackay, quand il endosse son chandail, t'as pas besoin de dire il faut que tu te fâches, Harbour. Il est fâché contre tout le monde avant que ça commence. Puis il y a cette hargne-là qui lui vient naturellement. Et ça, si tu l'as pas, je pense pas que ça peut être inculqué, que ça peut être appris. Tu peux te dire... Et c'est dans plein de sports, là, tu sais... Michaela Schifrin est devenue la skieuse qui a eu le plus grand nombre de podiums en fin de semaine. Là. Mais pour exceller dans un sport comme celui-là, il faut que tu sois... Quand la barrière, c'est ça, avoir le couteau entre les dents puis vouloir aller chercher cette fraction de seconde-là. Puis il y a des skieurs qu'il faut qu'ils se convainquent avant chaque course de dire je vais y aller parce que c'est pas naturel pour eux. Alors, c'est ça. Moi, je pense que ça fait pas partie je pense pas que ça fait partie de sa personnalité. Puis là, tout le monde est émerveillé par ce match-là, mais reparlons-en dans 3-4 semaines, on verra, puis reparlons-en au début de la saison prochaine. Parce que moi, tout ce que tu dis là, je vois ça, mais je pense pas que je me demande si c'est grave, dans le fond. Non, je pense pas que ce soit grave. Si c'est pas ça, c'est que doit-il devenir, tu sais? C'est ça la question que je me pose, en fait. Ouais. Mais c'est le gars qu'on a vu, là. C'est un gars avec une vision du jeu. C'est un gars qui... c'est un gars... je veux dire... il n'y a pas de... Il est capable de faire des jeux. Il est capable de marquer des buts. Bon, il tire jamais, mais s'il tirait un peu plus... C'est un problème aussi. Il n'a jamais si peu tiré depuis son arrivée dans la Ligue nationale. Est-ce que... Tu sais, avant ce plaidoyer-là sur la colère, là, c'est quand même quelqu'un qui, une fois de temps en temps...
était physique. Est-ce que c'est correct, ça, physique de façon intermittente? Je pense aux essuie-glaces. Je cherche un mot. Est-ce que c'est correct? Est-ce que ça se peut? Est-ce que ça serait suffisant? Écoute, pour être le joueur optimal, moi, ce que je vois, c'est que pour être le joueur optimal qu'il pourrait devenir, il ne peut pas juste se fier sur ses habiletés. Il a de belles habiletés pour un gars de sa taille. Il a un bon tir qu'il n'utilise pas beaucoup. T'es capable de le faire jouer avec des bons joueurs, mais il n'a pas les habiletés d'un joueur d'élite, de la fine élite de la Ligue nationale. Et donc, pour avoir l'ensemble complet, là, c'est un atout. Là, quand tu pèses 200... Tu mesures 6 pieds 3 puis tu pèses 225 livres, là, c'est un atout que beaucoup d'autres joueurs n'ont pas, puis il faut que tu l'exploites, cet atout-là. Et c'est ça. S'il ne l'exploite pas au complet, il ne sera pas le meilleur joueur qui peut être. Non, mais c'est pas nécessairement en étant méchant que tu vas l'exploiter. Ça peut être en protection de rondelles, ça peut être pour gagner tes batailles le long des rampes, en échec avant. Ça, il y a un petit peu de... Alors, je pense que la nuance est plus... Ça va être important qu'il trouve la manière d'être hargneux et combatif à tous les matchs, sans nécessairement verser dans je veux renverser tout le monde, puis je suis en maudit, puis je vais devenir Brady Tkachuk. Parce qu'il a dit ça aussi au retour. Mais là, on l'a pilonné un peu là-dessus. C'est mon nouveau... j'ai un poster de Brady Tkachuk. Mais il sera jamais Brady Tkachuk. Non, c'est ça. C'est ça où je rejoins complètement Martin, c'est que ça ne s'apprend pas. Mais dans ces deux commentaires-là, qui disent ça la semaine passée et que là, ils parlent de colère cette semaine, moi, je vois une quête qui tourne, qui va pas nécessairement dans les bonnes... dans les bonnes... Des questions où on trouve pas exactement les bonnes réponses. Je trouve que ça fait juste démontrer que c'est pas naturel chez lui. Si interprète ça comme étant il faut que je sois en colère, c'est ça. Tu peux pas te présenter en colère 82 matchs par année, puis tu peux pas... C'est ton travail, là, puis c'est difficile mentalement, puis un match après l'autre, puis t'as pas beaucoup de sommeil, puis tu voyages d'une ville à l'autre. Faut juste que tu trouves ce qui te rend le plus efficace sur une patinoire de la Ligue nationale. Puis si c'est pas naturel pour toi de t'impliquer physiquement, il y a des gars qui sont pas gros dans la Ligue nationale, puis qui s'impliquent, puis qui... Et à l'inverse, des gros qui s'impliquent pas, il y en a. Oui, c'est un classique, là. C'était dans l'histoire. Guillaume Latendresse, là. Oui. Non, mais c'est ça. On voulait faire exactement la même chose avec Guillaume Latendresse. On lui disait, c'est ça. On voulait en faire un attaquant de puissance. Exact. On lui disait... Comment ça s'est terminé, donc, cette histoire-là? Avec beaucoup de commotion cérébrale, malheureusement. Oui. Puis, comment dire... évidemment, il a été échangé et tout, mais tu sais, c'était peut-être pas la bonne... C'est comme, tu sais... Lui, je pense qu'il l'a déjà dit, là, je suis plus sûr, mais il n'y avait pas nécessairement ça en lui. C'était pas comme ça qu'il jouait ou qu'il avait joué. Ouais. Tu sais, c'était un sniper, là, c'était un tireur d'élite dans la Ligue junior, jouait avec Derek Brassard à Drummondville. Puis... Brassard lui mettait sur la lame de son bâton, puis lui était un tireur d'élite qui marquait quoi? Il a marqué une 50aine de buts, je pense, une année dans la LHJMQ. Donc, lui, c'était pas ça sa façon de jouer. Slavkovski, ça n'a jamais été ça sa façon de jouer. Puis on l'a vu sa première année. Ce qui nous a le plus surpris de lui quand il est arrivé chez le Canadien, c'est à quel point il n'était pas adapté à la physicalité du jeu. Il se faisait frapper, il tombait tout le temps. On voyait que ça faisait pas partie de l'environnement dans lequel il avait grandi. Puis probablement que dans les catégories inférieures où il avait joué, il était toujours le plus gros, donc il était pas trop. Mais ça faisait pas partie. Il était pas prêt à absorber ça comme un gars qui sort des rangs juniors majeurs canadiens, par exemple. Non, puis il s'est adapté à ça. Très bien. Il s'est adapté, mais c'est... Il a grandi pendant 18 ans sans que ça fasse partie de sa personnalité de joueur de hockey. Puis je reviens à Henneman. Henneman, c'est pas un ultra-colosse, là, mais Henneman... Pas petit non plus. Il a un bon physique et tout ça, mais il y a 105 mises en échec depuis le début de la saison, la moitié du temps de jeu de Slavkovski. Slavkovski en a 129. Fait que, et donc, Henneman, ça fait partie de sa personnalité. Ouais. Pour lui, ça fait partie du jeu d'entrer, de placer la rondelle dans le fond, d'aller frapper les défenseurs, d'aller frapper l'autre qui va recevoir la passe, de créer de la place, de donner ça devant le filet puis essayer de gratter de l'espace pour marquer un but. Et si Slavkovski jouait comme ça avec Caulfield et avec Suzuki, il l'a fait la saison dernière pendant un certain bout de temps dans le droit du calendrier. Puis ça avait changé la façon dont ce trio-là jouait. Là. Fait que
on verra ce que ça donnera. Ouais. Il va peut-être trouver, il va peut-être réussir à améliorer ça jusqu'à un certain point, puis il va être le joueur qu'il va être, mais je pense pas que la performance qu'on a vue avec combien de mises en échec? 8 mises en échec, une bagarre et tout ça qui va... Y a-tu un tour du chapeau à la Gordia? Non, il n'y avait pas de mention. Il n'y a pas de passe, non. 7 tirs, dont 7 tentatives, dont 5 cadrés, un but. C'était vraiment une belle performance, mais je comprends que lui, il veut s'en servir un peu comme patron de jeu, là. Ouais. Tu peux pas répéter ça pendant 82 matchs, c'est impossible. Ouais. Donc oui, il va falloir qu'il trouve sa façon d'être efficace. Puis très souvent, je déteste cette expression-là, là, mais on revient souvent avec il faut qu'il bouge ses pieds, J'aime ce que je vois bien. Slafkovský peut pas, tu sais, est pas tant du type de gars qui va pouvoir se permettre de ralentir le jeu puis tout le monde va s'adapter à la vitesse que lui non, c'est pas son... pense qu'il fait, là, comme Patrik Laine. On dirait que Patrik Laine, des fois, il pense qu'il peut ralentir le jeu. Ah, ça, pour ralentir le jeu, il ralentit le jeu. Puis qui est assez dominant. Tu sais, Patrick Kane, mettons. Qui est assez mystifiant. Ouais, c'est ça. Patrick Kane, lui, il a passé il est où le jeu? Il n'y a plus de jeu. Ah non, c'est fait mal. Ils ont marqué un but. Patrick Kane a passé sa carrière à ralentir le jeu, puis ça fonctionnait parce que tout le monde en avait peur, puis on fonçait pas dessus, puis on se gardait une distance prudente. Tu sais, Lane Hudson peut faire ça. Exact. Ouais. Mais Patrik Laine peut pas faire ça. Lui, on dirait qu'il pense qu'il peut le faire. Ah, il pense. Puis là, il ralentit le jeu, puis là, tour de magie, pouf! Il n'y a plus de jeu. Un revirement. Revirement. Oh, un revirement sur du chapeau. Sorti de son chapeau. Est-ce un lapin? Non, c'est un revirement. C'est pour ça qu'on l'appelle le magicien. Et Slafkovský, évidemment, peut pas faire ça. Et ça doit être un gars toujours en mouvement qui, justement, est actif, va frapper, est intense en échec avant, sans nécessairement être espèce de bulldozer ou le Brady Ketchup du Canadien. Ça arrivera pas, je pense pas. Mais il est encore à chercher. Exact. Et ça se voit, là. Et voilà, c'est même évident. C'est même évident qu'il le dit lui-même, cherche, en fait, c'est ça. Mais ce qui a parlé le plus fort dans ce match-là, j'ai trouvé, de samedi du Canadien, quand Slafkovský s'est battu, de voir la délégation qui s'est rendue au banc des pénalités pour le féliciter, pour le cajoler, pour lui dire « Oui, c'est ça! » C'est beau! Les joueurs au banc, Jacky qui frappait à 2 mains sur la glace et tout ça, je trouve que ça parlait très fort, cette image-là. Là. Ses coéquipiers pensent qu'il peut en donner plus. Comme de ça. D'être présent plus physiquement, de les aider de ce côté-là. Puis c'était une belle séance de renforcement positif. Collectif. Voilà. Alors, on verra. Alors, Juraj est en quête. La quête se poursuit. Bonne chance, Juraj. Réseaux sociaux, mais la question du public sur les réseaux. Yeah, yeah. Sociaux, tellement ok. Oh yeah. Tellement funky, ok, baby. Yeah. Ah, la question du public, qui est une question au public. Hein. On se le fait dire souvent. On le sait, mais bon. On n'est pas le genre à admettre nos erreurs. Ou à les corriger, visiblement. C'est pas, on fait pas ça. Non, mais il y a les questions de l'animateur, la question du public. Mais c'est parce qu'elle vient pas du public. C'est ça, elle vient de l'animateur. Okay. Donc, ça doit être les réponses du public. Exact, c'est ça. Mais non, non. OK. Donc, on a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport quel joueur du CH connaîtra la meilleure fin de saison. Question alambiquée, si elle en est une. Mais il n'y a pas eu tant de Slafkovský, sauf Denis sur Facebook. Slafkovský, bien entendu. Merci, Denis, c'est ça que je cherchais. Benoît Caulfield sera surveillé. Et Caulfield revient souvent. Ouais. Il y a bien du monde qui pense que Caulfield va avoir une grosse fin de saison. À un moment donné, quand ils vont jouer juste pour récolter des points individuels, là, ça va être payant. T'es de mauvaise foi. Là, ça va être payant. Quoi? Ça, c'est quand qu'ils vont Je pensais que tu disais là, quand ils vont faire ça, c'est là qu'ils vont en profiter pour... Non, mais tu sais, souvent, quand les équipes commencent à baisser leur garde un peu, ils vont jouer contre une équipe éliminée. Je me souviendrai toujours des 30 buts de notre ami Galchenyuk. Ça a été cité, dans cette réponse-là, parce que il y en a, c'est ça, de ceux qui pensent que Slafkovský va avoir une bonne fin de saison, certains font l'argument que c'est parce que c'est plus
ouvert, ou enfin, c'est ça, quand il n'y a pas d'enjeu. Et c'était pas négatif à son endroit, là, c'était un contexte. Parce qu'il en marque, on s'entend. Il en a marqué des importants, là, on s'entend. Il marque quand même régulièrement cette année. Oui, il y a une belle saison, Caulfield. Oui, tout à fait. Toujours sur Facebook, Sylvain dit Gallagher qui fera ses 20 buts pour un petit vieux tout essoufflé, pas pire. Je ne sais pas s'il va faire 20. On va dire à 15, là. Ah oui, je pensais qu'il était plus bas. Gallagher, 20 buts. Honnêtement, à ce stade-ci de sa carrière, Gallagher, 20 buts. Ben, surtout après les dernières années. Exact, on peut pas y en demander plus. Là. Hugo, toujours sur Facebook, Caulfield, il deviendra le 18e joueur de l'histoire du CH à marquer 40 buts, le premier depuis... Vincent D'Anfous. En quelle année? 93-94. Il est bon. Zachary Cole Caulfield et Lane Hudson. Hudson va réussir 60 points à sa première année et Caulfield va atteindre pour la première fois de sa jeune carrière les 30 buts et plus. D'accord. Sur Blue Sky, patate jaune. Je suis excité, c'est mon premier Blue Sky. Ben oui, c'est ça, oui. J'aime ça, Blue Sky. Moi aussi, j'aime bien. Oui, on est pas mal tous les gars de beat sont sur Blue Sky. Oui, on a tous fait la transition. Avez-vous compris, tout le monde? Ils ont tous fait la transition. Slavkovski, tout est là pour qu'il ait du succès. Ça lui prend juste le déclic. Ah, mais le déclic, c'est ça. C'est la quête du déclic. Et finalement, quelques-unes également tirées de YouTube. Éric Daubrien qui dit Slavkovski s'achemine avec ses coéquipiers. Son développement constant suggère qu'il est bien positionné pour terminer la saison en force. Mais c'est ce qu'il a fait l'an passé. C'est son profil. C'est son ADN. Puis une dernière, David Dubois, pourquoi pas, sur le YouTube, Montembeault, qui va surfer sur la vibe du tournoi des scats. On en a... Était-ce écrit les scats? Absolument. Oui, oui ça percole. C'est devenu une chose. Ça percole. Oui, c'est devenu une chose. Montembeault qui sera devant le filet pour un deuxième match consécutif. Tout à fait. Ce soir. Ce soir, alors que les Hurricanes de la Caroline sont en ville. Sont en ville. Ce seront les adversaires, assurément. Hier. Ou dimanche, en fait. Les Hurricanes qui sont en déroute depuis l'acquisition de Mikko Rantanen, dit le poison. Non, mais le semeur de zizanie. Non, mais comment? Personne, on n'en revenait pas. On n'en revenait pas. Et ça arrive des fois. C'est pas la seule fois, mais ça arrive des fois. Puis évidemment, il faudrait laisser du temps au temps, mais là, peut-être qu'on n'en laissera pas, parce que on entend déjà que Rantanen pourrait rebouger. Pensez-vous que Rantanen pourrait rebouger? Je serais surpris que les Hurricanes... Parce que c'est pas n'importe qui a dit ça, là. Non, je sais, mais c'est très rare qu'on voit des échanges de cette nature-là pendant la saison. Et j'entends par là bons joueurs contre très, très bons joueurs contre très, très bons joueurs. Ça se voit plus l'été autour du repêchage et tout. C'est difficile à accomplir généralement pendant la saison, entre autres pour des contraintes de plafond salarial et tout. Et là, de le faire 2 fois avec le même joueur en l'espace d'un mois et quelques, je serais extrêmement surpris parce que c'est pas facile à faire. Donc, c'est plus facile à faire que c'était. Là. Déjà, t'as la moitié du salaire qui est resté à Chicago. Non, mais ça prend un joueur de valeur équivalente. Il faut que tu aies un partenaire de danse qui ne voudra pas juste te donner des choix. Tu veux gagner la Coupe Stanley. C'est ça. OK. Il y a quelqu'un qui m'a suggéré hier, Mitch Marner, 1 pour 1, paf. J'ai dit, tu vois. C'est la même catégorie. Ça, c'est la même catégorie. Ça, il y a peut-être ça qui est. J'ai aucune idée. Tellement OK. Le balado où on envoie Mitch Marner ailleurs à chaque épisode. Mais tu sais, ce genre d'échange-là, si Toronto, par exemple, était prêt à le faire, ça serait. C'est possible. Je comprends. Okay, parce que c'est des joueurs. Mais moi, j'ai lu que. Dans la même catégorie. Mais sinon, je vois rien d'autre. Il y a le spectre. Parce que ça semble être ça le narratif. Mais les Hurricanes ne veulent pas un choix de premier tour, un choix de deuxième, puis 2 espoirs. Là. Eux, ils ont une équipe mature qui aspire à la Coupe Stanley. C'est pas ce qu'ils veulent. C'est probablement ce qu'on leur proposerait s'ils décidaient. Okay, comme un joueur de location, parce que c'est là que je m'en allais. Exact. Rantanen serait devenu un joueur de location, étant donné que vraisemblablement, donc l'idée, on s'entend pas sur l'idée, c'est de gagner la Coupe Stanley. Alors, essaie de la gagner, la Coupe Stanley. Tu sais, s'ils ont échangé Nekatch, là, c'est probablement parce qu'ils savaient qu'ils ne le garderaient pas. Exact. Il faisait un bout de temps qu'ils essayaient de l'échanger, donc il ne pas tant que ça. Puis il avait signé... Et la négociation était difficile. La négociation a été ardue. Elle s'est soldée avec un contrat de 2 ans, donc il lui restait une autre année.
Et là, il gagne déjà un bon salaire. Et avec l'augmentation rapide du plafond, il va commander quoi? Là, s'il continue comme ça, il va être dans les peut-être le 10 millions et quelques. Alors, ça, clairement, je pense que les Hurricanes, pour eux, c'était limpide. On voulait pas prendre cette direction-là. Alors, c'est pour ça qu'ils se sont dit, bon, on a un coup à jouer, on peut l'échanger. Vont chercher Rantanen, t'essaies de gagner la Coupe Stanley. Je comprends que ça marche pas à date, mais ça fait 7 matchs. Rantanen a été complètement pris par surprise, jeté à terre par cet échange-là. Il le voulait pas, il le désirait pas. Il a perdu ses compatriotes, ses comparses de toujours. McKinnon et ça peut expliquer son rendement. Je pense qu'il y a une part de ça là-dedans. Oui, souvenez-vous, Huberdeau, quand il est arrivé à Calgary, là, il y avait un petit choc culturel. Là. Il partait de la Floride, arrivé à Calgary. Ouais. Il a eu plus de temps, lui, pour le digérer, en plus. Oui, oui. Parce que c'est fait pendant l'été. Le Rantanen, c'est pouf, le lendemain, il jouait. Alors, je pense que ça, il faut pas négliger cet aspect-là non plus. Là. Santé mentale, j'oserais dire. Là. Et en plus de ça, de ce changement d'environnement-là, tu arrives là, tu es sous le choc, puis tu as la direction de l'équipe qui est là, puis qui te fait des offres de contrat, puis reste avec nous. Puis là, ça doit être malaisant. Là. Tu dis là, eux autres, tout le monde ici compte sur moi. Ils ont fait cette grosse transaction-là, ils me veulent. Moi, je suis pas sûr que je veux je connais pas à long terme, je veux mesurer. Rien, ouais. On balance des offres de contrat. 100 millions! Ça en va jouer aux 4 nations entre-temps. Ouais. C'est vraiment un drôle de contexte. Puis ce qui le distingue comme joueur d'élite, Rantanen, c'est sa capacité à créer des jeux, là, les passes les passes décisives. Ça aussi, ça demande un ajustement. Là, tu joues pas avec les mêmes joueurs, développer une complicité pour les alimenter pour que ça fonctionne tout le temps. Fait que ça va peut-être prendre un petit bout de temps avant que ça fonctionne. Et si les Hurricanes se sont donnés jusqu'à la date limite des transactions pour évaluer ça, ben c'est peut-être... C'est trop rapide. C'est peut-être trop court. Et moi, c'est peut-être pas une bonne stratégie. Si je suis les dirigeants de la Caroline, je me dis, regardez, on est allé chercher parce qu'on se dit qu'on peut tenter notre chance à la Coupe Stanley. Alors, vivons avec. Là. Ouais, la priorité, ça devrait être l'acclimatation de Rantanen avant toute autre chose. Là, avant la prolongation de contrat, avant de parler son de acclimatation, la performance sur la glace, la sienne et de l'équipe, et éventuellement de le garder si on est capable. Mais ça va t'aider à conserver ses services si tu réussis à faire en sorte qu'il se sente bien et à l'aise et heureux dans son nouvel environnement et qu'il gagne. J'avais pas vu ça comme ça, mais c'est ça, la proposition de contrat, c'est peut-être ça fait peut-être partie du problème. Ben, il y a une pression. Tu viens d'arriver, puis là, engage-toi pour 8 ans avec nous. T'as encore des boîtes dans ton appartement, puis t'es pas sûr que tu veux être là. Alors, c'était un risque au départ. Oui, exactement. Assume-le. Exactement. Il le savait. Alors, moi, je dis, vis avec ça. Et c'est mon opinion, mais je pense aussi que c'est ça qui va se passer. Je serais surpris. À moins qu'il y ait un... Ça étant... Ben, il va rester en Caroline. À moins qu'une transaction inopinée arrive de nulle part, genre Mitch Marner, Mikko Rantanen. Là. Ça serait pas pire, ça. Ça occuperait les confrères qui vont passer 12 heures en ondes à la TV. Ça, oui. D'ailleurs... Surtout qu'ils sont basés à Toronto, beaucoup, dans les réseaux anglophones. Alors, c'est sûr que ça ferait jaser un peu. D'ailleurs, vendredi, le 7 mars, journée de la date limite des transactions. 15 heures, hein, l'heure limite. Corrigez-moi si ce n'est plus ça. 15 heures, heure de l'Est. Heure de l'Est, c'est important. Il n'y aura pas d'épisode. Ça veut dire ça va ressembler mal au même. Là. C'est juste que nous, on enregistre le matin, puis les épisodes sortent en fin de journée. Mais là, on va faire ça en direct en fin de journée. C'est ce qui est le plan. J'aurai des précisions plus ça va avancer, mais sachez que... dans le fond, c'est plus pour vous deux que je dis ça. Débarquez pas vendredi matin, il n'y aura pas personne. Ben, l'état-major, normalement, du Canadien devrait rester à Montréal. Donc, on va aller leur jaser. C'est ça, allez les jaser. Puis une fois que ça sera fait, puis vous me raconterez. Te voir. Parlant de rester à Montréal, là, c'était confirmé que ça va être un repêchage à distance. C'est moche. Oui. Mais là, c'était pas sûr? Moi, j'avais compris que c'était ça. Oui, la Ligue nationale a envoyé son communiqué officiellement hier. OK. C'est un communiqué officiel comme la participation des joueurs aux Olympiques ou c'est vraiment officiel? Ça va être à Los Angeles. À Los Angeles. Puis seuls les espoirs les plus en vue vont être là-bas, puis les équipes, les directions d'équipe vont être à distance. OK. Fait que pour la couverture, c'est moins intéressant. Là. Les médias sont invités, les partisans aussi, les fans aussi, les familles. On garde ça change pas vraiment. Là, puis
mais ce seront surtout les espoirs de premier plan qui vont se diriger à Los Angeles. On garde la même formule dans le sens le vendredi soir, c'est le premier tour et les tours 2 à 7 le lendemain. Je pense qu'il y aura pas grand monde, là, non, voire personne pour la deuxième journée. Mais sinon, on fait un truc un petit peu plus à la basketball, là, où il y a seulement 2 rondes de repêchage. Mais... Ou à la NFL. Ou même, c'est ça, NFL, ça s'appelle un repêchage décentralisé. C'est sûr que pour la couverture médiatique, c'est moins intéressant de se déplacer. C'est pas... on entend dire parfois que c'est pas certain que cette formule-là va être coulée dans le béton puis qu'on reviendra jamais à l'ancienne. Moi, je trouvais ça dommage. L'idée, c'était de sauver de l'argent à la base, là. Ah ouais? C'est toujours ça. C'est toujours ça. Il y a des propriétaires qui se plaignaient des dépenses encourues pendant la période du repêchage parce Ils font pas assez d'argent. C'est ça, leurs concessions, les franchises valent pas assez cher. Parce que c'est un peu le nanan des recruteurs, hein, le repêchage. C'est une semaine qui est festive, qui est généralement très agréable. Les recruteurs débarquent. C'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement de leur travail, c'est le sentiment du travail accompli, mission accomplie. Il y a un relâchement, on est décontracté, les familles accompagnent souvent les recruteurs. Les enfants sont là, c'est pas rare. Et alors, ça coûte de l'argent. C'est fini. On paie des chambres, c'est ça. On paie des chambres d'hôtel, on paie des billets d'avion, on fait déplacer tout le monde. Et il y a des propriétaires qui voulaient donc sauver. Mais tu sais, sauf que là, si tu fais une centralisation, il faut quand même que tu fasses venir tout le monde chez vous. C'est ça, exactement. Tu vas payer des chambres d'hôtel pareil. Mais ça va être moins le party, je pense. Les dépisteurs du Canadien sont pas tous à Montréal. Vivent pas tous à Montréal. Exact. La même chose pour les recruteurs du Lightning. Non, mais ils vont dormir chez Jeff, à ce qui paraît. Fait que, tu sais, on doit... ils vont un chez Jeff, l'autre chez Jeff. Toi, attends un peu, combien de chambres qui restent? Mais là, Martin... As-tu de la place? Fait que tu sauves de l'argent, mais je sais pas à quel point. Puis quand j'en avais glissé un mot à Kent Hughes dans une conversation à bâton rompu, pas longtemps après qu'on avait entendu parler de ça pour la première fois, il avait dit, moi, je préfère la formule, l'ancienne formule. Ben oui. Mais il y avait aussi des directeurs généraux, parce qu'ils ont fait voter, hein. Alors, ça a passé au conseil, là, à la majorité. Il y a des directeurs généraux qui trouvaient ça difficile, les tractations sur le plancher, parce que tout le monde est là, puis ça s'observe, puis ça s'épie, puis à la table, il y a les directeurs du développement du personnel, il y a les recruteurs, il y a tout le monde, il y a les téléphones, puis là, il y a des DG qui trouvaient ça difficile là, pour manœuvrer à leur guise. Il y a 2 transactions par repêchage. C'est ça, il se passe pas grand-chose, sinon c'est un choix de 3 de l'année prochaine contre ton choix de 3 de cette année. Et il me semble que, il me semble que c'est plus intéressant comme ça. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que c'est une des rares affaires que la Ligue nationale, à mon avis, faisait mieux que les autres ligues professionnelles nord-américaines. Et c'est pas une longue liste, ça. Non, c'est ça. La liste n'est pas très longue. Je pense pas que ça se qualifie comme étant une liste. C'était vraiment un happening, un événement. C'était distinctif, effectivement. Et puis là, on vient un peu de jeter ça... par la fenêtre. Bon, mais c'est officiel. C'est officiel pour cette année, en tout cas, à Los Angeles. Je suis pas sûr qu'on va se déplacer tant que ça. C'est ce soir que Rantanen et les Hurricanes, ça clique? C'est ce soir que ça décolle en route? Ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas battu, ce serait le temps. Le Canadien, ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas battu les Hurricanes. Oui. Donc, parce que c'est ça. Ce soir, il y a un déclic. Soit que c'est Rantanen avec les Hurricanes ou que c'est le Canadien et sa saison. Ou pas. Tu sais que le Canadien a à peu près 2% des chances. Mais ça a doublé entre le match ça dépend où tu regardes, mais ça a doublé, Martin. Wow. C'est passé de 1 à 2. La pognes-tu, Martin? Ça a l'air de t'énerver un peu. C'est quoi la loterie? C'est une chance sur 15 millions. Puis il y a plein de gens qui achètent des billets de loterie. À 2%, c'est bon. Mais 2%, c'est une chance sur 50. Tu veux ajouter quelque chose? Moi, j'allais mettre je te le dise, là? Dis-moi-les. Ah non, ça, c'est les lottery odds. En fait, le Canadien a 5% des chances d'avoir le tout premier choix au total. Donc, il y a 2 fois et demi plus de chances d'avoir le tout premier choix au total que de participer. Dans les 2 cas, que ce soit de faire les séries ou de remporter la loterie, ça n'arrivera pas. C'est des très, très mauvais. C'est des très mauvaises chances. Et c'est exactement ce que souhaitaient les partisans et les partisanes. Le ventre mou du classement, pas de série, pas de premier choix. Pas de mix. Pas de chocolat. Pas de bras. Pas de chocolat. Martin Leclerc,
Oui. Tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment de ta participation à ce balado. Ça fut un grand plaisir de participer à la fête, à l'anniversaire de... En plus, on s'en va fêter ça là, chez... non, je peux pas... Chez Cora. Non. Non. Censure. Mais Alexandre Leclerc, tu es un personnage que je viens d'inventer avec vos deux noms. Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Merci infiniment, mon vieux. Et moi, je gagne en maturité. À chaque seconde. Ouais. Aujourd'hui, particulièrement. Surtout aujourd'hui. Ouais. Et là, c'est un déclic. Là. Tu peux pas revenir en arrière. Non, tu peux pas redevenir toi, tu l'as eu. Juvénile. Non. Toi, la recette, tu l'as trouvée. Ta quête pour avoir du succès, ça fait longtemps. Je vais essayer juste de la maintenir maintenant. C'est ça. Il s'agit de la maintenir. Il a sa carte de la FADOC. Non. Jacques-Alexis Bernardin est le signataire. Tu peux le couper, Jacques-Alexis, si jamais tu veux. Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur de Tellement Hockey. Merci beaucoup, Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez un bon mardi. On se retrouve en fin de semaine, vendredi. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.